La bibliothèque de Radio Orient, des regards croisés sur la littérature. La bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière. Notre premier invité est un habitué de cette émission, l'écrivain et traducteur Fawaz Hussein. Bonjour. Bonjour. Alors si j'ai bien compté, c'est votre troisième passage déjà dans cette émission. Vous étiez d'abord venu nous présenter La prophétie d'Abouna, puis la traduction du Promeneur d'Alep de l'écrivain syrien Niroz Malek aux éditions Le Serpent à Plumes, une excellente maison d'édition qui a eu la bonne idée de publier votre nouveau roman, Fawaz Hussein, un roman qui s'appelle Orage pèlerin. Vous y racontez la destinée de 4 hommes. Sino, qui vit en Turquie, Dara, originaire d'Irak, Sherko, qui lui vient d'Iran, et Roustemé, lui, qui a passé sa vie en Syrie. Alors ils ont un point commun. Ils sont kurdes tous les 4, comme vous, Fawaz Hussein. Ils décident de s'exiler en Europe, précisément à Paris. L'exil des Kurdes, j'imagine que c'est un sujet qui vous tient à cœur depuis longtemps ? Ah oui, certainement. Ça veut dire quand on dit kurde, on dit plus ou moins exilé, parce que le kurde, même quand il est chez lui, il n'est pas considéré comme chez lui. L'exil, c'est vrai, je le vis depuis mon arrivée en France, mais l'exil pour moi diffère certainement pour mes personnages, parce que mon exil, moi je l'ai accepté, je l'ai même presque choisi, je peux dire, et je n'ai rien contre cet exil qui m'offre au contraire beaucoup de choses, mais bien sûr, je ne pense pas que ce soit le cas de tous les gens qui arrivent ici, et surtout mes 4 personnages qui arrivent à Paris, bien sûr, l'exil pour eux est tout à fait différent. Alors vous connaissez la tradition de cette émission, j'aime bien lire des extraits des œuvres de nos invités, et une fois n'est pas coutume, je vais commencer par le dernier paragraphe de votre livre, Fawaz Hussein. Pays de toutes les convoitises et de toutes les douleurs, le Kurdistan continuait à se vider de son sang. Collaborant avec les militaires et les services secrets, les passeurs y recrutaient toujours leurs candidats à l'exil. Ils sillonnaient encore les venelles mal éclairées des villes et les routes poussiéreuses des campagnes. Comme d'habitude, ils promettaient les rêves les plus insensés et les souhaits les plus fous. Ils présentaient surtout l'Europe comme le pays de cocagne et de toutes les extravagances. Piégés par l'intensité de leurs désirs et par l'aspérité du quotidien, les Kurdes les écoutaient, ils répétaient un scénario séculaire et se déplaçaient dans la vie comme des pions sur l'échiquier noir et blanc de l'absurde. Alors j'ai le sentiment que cet extrait de votre livre Orage pèlerin raconte beaucoup ce roman. Oui, exactement. Je suis très content que vous ayez choisi cet extrait parce que je viens juste de le lire avant, parce que je me suis dit, au cas où Loïc va me demander de lire, qu'est-ce que je vais lire ? Je vais lire cet extrait et vous l'avez lu avant moi. L'exil, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'exil, en réalité, l'exil fait une partie intégrante de la vie des gens. Je pense que quand l'enfant est né, il pousse ses cris, ses vagissements, parce que tout simplement, il vit son premier exil. Quand il sort du ventre de sa mère, c'est son premier exil. Alors l'exil pour nous, les Kurdes, est beaucoup plus grave que ça, parce que cet exil, c'est le destin de toute l'humanité. Alors le premier exil des Kurdes et du mien, c'est quand je suis allé à l'école, je parlais chez moi à la maison une langue, et quand je suis allé à l'école, je me suis rendu compte que je devais laisser ma langue à la maison et apprendre une autre langue, c'était l'arabe. Et c'est la même chose pour les Kurdes de Turquie. Quand ils vont à l'école, il faut apprendre le turc, il faut laisser tomber le kurde. C'est la même chose pour les Kurdes d'Iran. Seulement pour les Kurdes d'Irak, c'est un peu différent parce que depuis 91, quand même, les Kurdes bénéficient d'une sorte d'autonomie. Alors les enfants kurdes d'Irak, du nord d'Irak, peuvent aller avoir un parcours scolaire tout à fait en kurde et pour eux c'est tout à fait normal. Ils ne vivent pas ce déchirement que moi j'ai vécu, que tous les Kurdes de Syrie, que tous les Kurdes d'Iran et tous les Kurdes de Turquie vivent. Vous écrivez que ces passeurs présentaient l'Europe comme un pays de cocagne et qu'ils promettaient des rêves insensés, des souhaits les plus fous. Les passeurs jouent un rôle très important dans cet exil des Kurdes. Alors,
Les passeurs, parce qu'ils ont trouvé un marché. Si la situation des Kurdes, et même des Arabes qui vivent par exemple en Syrie, si la situation était bonne, si les gens se sentaient en sécurité, je pense que les passeurs vont perdre leur travail, ils vont s'inscrire à la NPE, ce qui n'existe pas là-bas. Oui, c'est un marché très prospère, parce que tout simplement il y a cette demande, parce que les gens ne se sentent pas bien chez eux, alors ils veulent partir, et bien sûr, quand quelqu'un veut partir, il a besoin d'un intermédiaire. Et l'intermédiaire, souvent, ce sont les passeurs, et les passeurs travaillent souvent avec les mafias de la région, et même souvent avec même les gouvernements, parce que tout simplement, ça arrange tout le monde là-bas que les Kurdes s'en aillent. Alors c'est un roman sur l'espoir et sur la désillusion. En quelle année commence l'histoire de ces 4 hommes ? Alors voilà ce que j'ai fait, puisque c'est de la fiction pure et simple, ça veut dire mes personnages n'existent pas en réalité. Par contre, la situation des Kurdes de Syrie, des Kurdes d'Irak et d'Iran et de Turquie, cette situation, elle est plus que véridique. Elle est là, ça veut dire la réalité, elle est là. Par contre, les personnages sont des personnages fictifs. Alors, par exemple, pour le Kurde de Turquie, j'ai choisi une date clé dans l'histoire des Kurdes de la Turquie. C'est 1980, c'est l'année du coup d'État du général Kenan Evren, qui a poussé après des vagues et des vagues des Kurdes, il les a poussés vers l'exil. En ce qui concerne Dara, j'ai choisi la date de 75 et cette date est une date fatidique, très importante dans l'histoire des Kurdes de Turquie parce que elle correspond à la fin de la révolte des Kurdes d'Irak. Quand il y a eu l'accord d'Alger entre Saddam Hussein et le Shah d'Iran, l'accord a eu lieu en Alger. Alors le Shah d'Iran qui soutenait la révolte kurde, il a arrêté ce soutien et c'était l'exil pour tous les dirigeants et pour tous les militaires. En ce qui concerne le Kurde d'Iran, j'ai choisi la date de 79, ça veut dire la naissance de la République islamique d'Iran. Et pour le Kurde de Syrie, j'ai choisi comme date de naissance 1960, c'est l'année où il y a eu un recensement particulier qui a privé beaucoup de Kurdes de leurs droits. Alors ce Kurde syrien, c'est peut-être le personnage qui vous ressemble le plus, puisque vous-même vous êtes Kurde de Syrie. Roustemé est l'aîné de ces 4 hommes. Voilà. Oui, c'est vrai, je me sens très proche de lui. Je lui ai donné même ma ville, la ville où j'ai grandi, où je suis plus ou moins né, parce que moi je suis né dans un petit village qui dépend de la ville d'Amouda. Alors Roustemé Zal, c'est vrai, il est très proche de moi, et je le trouve très sympathique parce qu'il est le plus âgé parmi les autres candidats à l'exil. Et il arrive à Paris, il rêve d'une seule chose, puisqu'il a été privé de sa carte d'identité, de son identité, il n'a rien, il n'a pas de papier, il rêve d'avoir une pluie de passeports et de cartes d'identité et de permis de travail et de séjour. Est-ce que ces 4 hommes qui se retrouvent finalement à Paris partent pour les mêmes raisons ? Non, je pense que les gens, quand ils cherchent, quand ils demandent l'exil, quand ils quittent chez eux, souvent c'est pour des raisons diverses. Quand on arrive en Europe, on arrive pourquoi ? On arrive avant tout parce que tout simplement, on n'est pas bien chez soi. Et je pense que quand on n'est pas bien chez soi, ce chez soi n'est pas vraiment un chez soi. Un pays qui n'offre pas l'éducation, qui n'offre pas la santé, l'éducation, un bel avenir, c'est pas un pays. Alors tous ces Kurdes qui fuient d'abord l'oppression politique et militaire et qui fuient aussi la misère, ils arrivent. Mais bien sûr, il y a aussi des gens qui sont jeunes. Par exemple, Dara, il va tomber amoureux d'une photo, de la photo d'une femme, et il va venir pour rencontrer l'amour et la liberté. On va voir que le Kurde d'Iran, parce chez nous on dit que les chiens en Europe vivent mieux que les hommes chez nous. Alors lui, cette phrase, il va la prendre comme ça à la ligne. Il veut devenir un chien, un toutou dans un salon parisien. Voilà, chacun arrive pour une raison différente. Mais on peut dire que les 4 arrivent tout simplement pour avoir une vie meilleure. Alors on va lire un nouvel extrait de votre livre Orage pèlerin, justement sur Roustemé Zal, le Kurde syrien. Roustemé Zal pensa qu'il vivait un cauchemar et que l'essentiel pour lui consistait dorénavant à savoir comment survivre. Le nom qu'il venait de lire lui était connu comme il l'était de la majorité des Kurdes vivant en Djéziré entre le Tigre et l'Euphrate. Cet officier des services des investigations n'avait rien d'un chercheur féru d'anthropologie, de sociologie ou de politique. Il haïssait
tous les non-arabes qui peuplaient la terre. Dans son étude sur la province de Djéziré, du point de vue national, social et politique, il présentait une image alarmante des Kurdes. Il voyait en eux les pires ennemis de la nation, une invention des croisés, un produit des impérialistes colonisateurs. Selon lui, les Kurdes, comme les sionistes qui avaient pour devise « Ô Israël, tes frontières s'étendent de l'Euphrate au Nil », s'étaient installés délibérément au cœur de la nation arabe pour la diviser et l'affaiblir. Il fallait, comme les Juifs, les jeter à la mer et se débarrasser du mal qu'ils incarnaient. Ce membre des services secrets oubliait qu'un Kurde nommé Saladin avait rendu aux musulmans et aux Arabes leur honneur perdu en remportant l'une des plus brillantes victoires de leur histoire. Ça, c'est aussi emblématique du malheur des Kurdes aujourd'hui. Oui, exactement. Les Kurdes font partie intégrante de cette région. Ils ne sont pas descendus d'une autre planète. Ils ont toujours vécu dans cette région. Tout le problème du Proche-Orient, je pense que ça vient de ça. Quand il y a un problème, le problème n'est jamais résolu. Et si les problèmes ne sont jamais résolus, je pense qu'il y a une chose qui pourrait résumer cela, c'est que on accepte mal l'altérité, l'autre. Puisque le Kurde n'est pas accepté en tant que Kurde, tous les problèmes viennent en réalité de ça. L'invité de la bibliothèque de Radio Orient est l'écrivain et traducteur Fawaz Hussein. Je rappelle le titre de votre très beau roman Orage pèlerin aux éditions du Serpent à Plumes. Alors c'est un roman, j'ai le sentiment que vous portez en vous depuis toujours. Il est organisé en deux parties. D'abord le départ du pays d'origine, puis la vie à Paris. Vous dressez un tableau de la diaspora kurde en France. Quel rôle joue cette diaspora dans la survie des Kurdes qui sont restés au Moyen-Orient? Vous-même, vous êtes toujours en contact avec de très nombreux Kurdes disséminés dans la région. Moi, quand je suis arrivé à Paris, c'était exactement le 28/8/78. Je pense qu'il y avait une dizaine de Kurdes à Paris. Voilà, on était une dizaine. Alors maintenant, je pense qu'on avance le chiffre de 250 000 Kurdes en France. Pas seulement à Paris, en France. Les Kurdes qui viennent ici, c'est ça, c'est-à-dire, avant quand on arrivait, on avait toujours l'idée de rentrer un jour, et surtout on savait très bien qu'il y avait des centaines de bouches à nourrir là-bas, des bouches qui étaient ouvertes, qui réclamaient à manger, à boire et une bonne éducation. C'est vrai, on a toujours pensé comme ça, à faire quelque chose pour les gens qui sont restés au pays. Mais le problème, par exemple, pour moi, maintenant, le Kurde syrien, ça fait 5 ans, je peux même pas retourner chez moi. Ce printemps arabe, ou ces révolutions arabes, ou peut-être ce qui touche le Proche-Orient et même l'Afrique du Nord ces derniers temps, c'est vécu pour moi comme une vraie tragédie. Avant, c'est vrai, je retournais de temps en temps en Syrie. Chaque année, je rentrais, je chargeais les batteries, ça me faisait énormément de bien, je restais 15 jours, je renouais avec mon passé, je renouais avec mon enfance, avec la famille, mais c'est vrai, avec ce qui se passe ces derniers temps, que ce soit en Syrie, tout le monde le sait, que ça soit même dans la région kurde en Turquie, et même en Irak, et même en Iran, on voit que la rupture, elle est beaucoup plus nette, elle est beaucoup plus claire. Ça veut dire le fossé s'élargit de plus en plus entre les gens qui vivent en Europe et les gens qui sont restés au pays. Alors vous racontez très bien le Paris des Kurdes. Je vais lire un autre extrait de votre roman Orage pèlerin. Paris ressemblait à un gigantesque monstre sur le point de se réveiller et d'emplir l'espace de ses grondements. Avant de les voir disparaître dans le labyrinthe de ses entrailles, le passeur enjoignit les hommes de se séparer en deux groupes. Il ne fallait pas attirer l'attention de la police. Après un long voyage ponctué d'embûches à travers de nombreux pays, Dara, Cherko, Sino et Roustemezal n'avaient plus besoin de leur numéro d'immatriculation et pouvaient reprendre leur nom et leur prénom. Ils devaient se rendre dans le quartier du Faubourg Saint-Denis où ils pourraient se fondre dans la masse bigarrée des hommes et des femmes venus de partout et en particulier des Proches et Moyen-Orient. C'est le quartier de Strasbourg-Saint-Denis, le petit Kurdistan aujourd'hui dans Paris? Si vous voulez, mais en réalité, voilà, dans la première partie, c'est vrai, c'est le Kurdistan. La deuxième moitié,
moitié de ce livre, c'est Paris. D'abord c'est Port d'Orléans, après c'est Châtelet-Les Halles, après c'est Faubourg Saint-Denis. Mais on va voir après que les personnages vont se disperser. Il y a un personnage qui va aller plus ou moins s'installer d'abord à Nation. Par exemple, Chercot, lui, il va s'installer dans les quartiers chics, à Passy, à côté de Passy, comme ça, parce que dans les quartiers chics, le rêve pour lui, c'est d'être dans ces quartiers chics, etc. C'est vrai, moi, puisque je vis à Paris depuis 27 ans, Paris, c'est vraiment ma patrie à moi. Paris et la langue française sont mes deux patries, si vous voulez. Voilà, que j'ai choisi un peu, et je peux dire que je suis obligé aussi de les prendre parce que c'est devenu une fatalité pour moi. Je suis là, je vois vraiment ma vie ici. Oui, la première partie c'est le Kurdistan, la deuxième partie c'est Paris. C'est Paris avec ses quartiers chics, avec, comme vous avez dit, le petit Kurdistan de Faubourg Saint-Denis. J'aime bien cette expression. Comme ville, Paris est très très présent dans ce livre parce que la deuxième moitié se déroule dans cette ville. Alors je l'ai dit, Fawaz Hussein, il y a d'un côté l'espoir et la désillusion, et dans le cas de votre personnage, je ne vais pas déflorer tout le roman, ça se passe pas bien pour au moins 3 d'entre eux. Oui, c'est ça. Parce que pour moi, les gens qui réussissent vraiment leur exil, à mon avis, ils sont rares. Hein. Ça veut dire, on parle des gens qui ont réussi, mais on ne parle pas des gens qui ont échoué, qui ont tout raté, qui sont obligés de vivre dans la clandestinité, ou qui d'aller peut-être chercher asile ailleurs, ou peut-être maintenant qu'on le trouve dans la jungle de Calais. On ne parle pas de ces gens-là. On parle seulement des gens qui ont réussi, qui brillent, comme on dit. Mais je pense que le nombre des gens qui échouent, qui sont victimes de cet exil, le nombre de ces gens-là est très très important, très conséquent, mais on n'en parle pas beaucoup. Vous parlez d'échec, mais en ce qui concerne votre roman, on peut même parler de tragédie. Le Kurdistan est une tragédie. Je pense qu'on peut remplacer le mot Kurdistan par le mot tragédie. Le malheur kurde, quelle est la cause de ce malheur ? Le malheur kurde, c'est ça, c'est que la situation géographique du Kurdistan, parce que il n'y a pas de, si vous voulez, de frontières naturelles entre les Kurdes de Syrie, les Kurdes d'Irak, les Kurdes d'Iran et les Kurdes de Turquie. Mais tout simplement, ce pays est divisé en 4 parties, si vous voulez, colonisé par 4 puissances régionales de la région, et les Kurdes sont un peu prisonniers de leur situation géographique. Est-ce que l'autonomie du Kurdistan dans le nord de l'Irak, c'est un début de solution, Fawaz Hussein ? Oui, je trouve que c'est pas seulement un début de solution pour les Kurdes, je pense que ça va être un début de solution pour tous les peuples du Proche-Orient. Et c'est pour ça que je trouve que c'est la même chose doit se dérouler pour la Syrie, pour la Turquie et pour l'Iran. Je pense que si on veut avoir vraiment la paix, si on veut vivre comme en Europe, vous voyez par exemple ce qui s'est passé entre la France et l'Allemagne, toutes ces guerres, tous ces morts pour rien du tout, on a compris qu'avec la guerre, on peut pas aller très loin. On a opté pour la démocratie, la vraie démocratie, et pour la fédération, ou pour des pays indépendants, mais qui vivent ensemble dans une union comme l'Union européenne. Oui, je pense que si on veut vraiment chercher et trouver la solution au problème kurde, tout simplement il faut accepter les Kurdes tels qu'ils sont, et il faut dire que vraiment les Kurdes, ils ne sont pas descendus de notre planète, ils sont chez eux. Les Kurdes aujourd'hui ont des amis, je pense par exemple à la Suède. Alors les Kurdes, ils ont des amis partout, mais ils ont des ennemis aussi. Alors je peux pas dire que tous les Kurdes, que tous les Turcs sont des ennemis du peuple kurde. Il y a beaucoup de Turcs qui soutiennent la cause kurde, et c'est la même chose pour les Arabes d'Irak, c'est la même chose pour les Iraniens Mais en réalité, c'est vrai, les gouvernements qui sont là sont des gouvernements ennemis, les gouvernements locaux, régionaux, si vous voulez. Par contre, oui, on peut dire que les Kurdes, surtout ces dernières années, ils commencent à avoir quelques amis. Mais vous voyez les amitiés, par exemple, des États-Unis et de la Russie, et je pense qu'il faut s'en méfier parce qu'on voit très très bien le rôle dans cette région, l'amitié des Français, des Anglais, vous voyez, des grandes puissances, des Russes, etc. On a tellement promis aux Kurdes et on les a tellement déçus, et c'est pour ça que les Kurdes vont d'un échec à l'autre, d'un malheur à l'autre, d'une tragédie à l'autre. Alors, depuis quelques années, vous traduisez également des ouvrages français en kurde, notamment Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Pourquoi c'est si important pour vous de faire cet effort de traduction vers le kurde ? Merci pour cette question, parce que c'est vrai, voilà pourquoi je fais ça. Ça me prend énormément de temps. Parce que tout simplement, j'aurais bien aimé être comme vous, Loïc. Ça veut dire naître avec une langue, grandir avec une langue, et écrire et travailler avec une langue. Mais le problème, c'est que ce n'est pas le cas pour nous les Kurdes. On naît avec une langue, on est obligé de refouler cette langue, d'apprendre une autre langue. Alors,
je me suis dit à un moment donné, j'ai dit pourquoi je vais lire Balzac ou je vais lire Hemingway ou tous les grands auteurs, voilà, pourquoi je vais les lire en arabe, parce qu'à l'époque on les lisait tous en arabe, parce que Beyrouth c'était un centre de traduction pour le Proche-Orient. J'ai choisi la langue française comme ma langue d'écrivain, mais il faut absolument que je fasse quelque chose pour ma culture, pour ma langue. C'est pour ça, le but pour moi, c'est de pouvoir traduire régulièrement les grands classiques de la littérature française en kurde. C'est pour ça que j'ai traduit L'étranger de Camus, j'ai traduit Le Petit Prince, parce que pour moi, ce sont deux chefs-d'œuvre de l'humanité, de la littérature mondiale, et tout simplement pour enrichir ma langue, parce que je dois ça à ma langue maternelle, à cette langue qui a été toujours interdite, qui a toujours été battue et combattue. Vous avez donc le sens du partage également en faisant ces traductions ? Oui, certainement, c'est le sens du partage. Et deuxièmement, c'est un devoir. Puisque j'ai la possibilité, je vis en France depuis 37 ans, je pense que je maîtrise le français, je maîtrise pas mal le kurde, et le kurde, pour le maîtriser, j'ai dû passer des années et des années à l'apprendre, parce que ce qui est étonnant, je le dis assez souvent, c'est que il m'a fallu m'éloigner de 4 ou 5 000 kilomètres de chez moi pour mieux me découvrir moi, Fawaz Hussein, et pour mieux apprendre ma langue kurde, parce que ma langue kurde, je l'ai apprise, la langue kurde, je l'ai apprise plutôt en France, et je l'ai apprise plutôt en Suède, parce que je suis resté 8 ans en Suède, à Stockholm. Merci Fawaz Hussein. Je recommande évidemment votre beau roman aux auditeurs de Radio Orient, Orage pèlerin, publié aux éditions du Serpent à Plumes. Merci encore Fawaz Hussein. Merci à vous, merci. C'était la bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière.